Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous retrouver pour le compte de cette nouvelle aventure où nous invitons la solidarité sociale à se manifester, à agir, réagir en faveur des personnes fauchées par la maladie ou dans leurs conditions de vie. Nous essayons aussi bien qu'on le peut, autant mieux faire se peut, de leur offrir une seconde chance. Ceci passe bien sûr par la mobilisation des sous que nous mettons en marche grâce à vous. Une fois encore, bonsoir et bienvenue à l'émission. Regard social ce soir fait un grand zoom sur des plaies issues de traumatismes qui, quelquefois par négligence, aboutissent à des amputations. L'histoire est celle de Michel Patrice, un jeune homme qui a été victime de plusieurs complications au cours de sa maladie. Michel Patrice a pu peut-être retrouver notre chemin où nous lui avons offert une seconde chance, une prise en charge. Qu'est-il devenu après cela, après que l'on l'ait perdu de vue? Cela se saura au cours de cette émission. Mais avant, je vous invite à revivier vos souvenirs à travers ce reportage lors de sa première prise de contact avec vous, avec sur l'aide de nos experts de santé. Bonsoir, bonsoir Martin, et déjà merci pour l'invitation une fois de plus sur ce plateau. Et nous voyons le cas de M. Michel Patrice qui certes est un cas qui attire vraiment beaucoup de curiosité. Ce qu'est l'évolution de sa maladie, bien sûr, les complications qui ont suivi ce bouton qui est devenu plus tard une blessure dite inguérissable. Avec nous sur ce plateau, docteur Fongan, épouse Mbambou. C'est ça, bonsoir et merci d'être là ce soir. Bonsoir, merci. Thank you very much for the invitation. It's an honor to be part of this program. Merci surtout d'accepter les conditions de cet échange, de cet entretien. Alors, je vais commencer d'abord par l'aîné, si vous me le permettez, c'est docteur Gadjeu. Docteur, nous avons suivi cette petite histoire. Comment comprendre qu'un bouton ait pu évoluer jusqu'à un stade d'atteindre une plaie dite inguérissable entre crochets? Alors, l'histoire d'une plaie est toujours un événement assez complexe, assez difficile à retracer. On a toujours le retour de nos patients qui nous disent on a eu un bouton, on l'a gratté, il y a eu une petite démangeaison, on a gratté et ensuite ça fait une plaie qui s'est aggravée. Alors, déjà, l'expression plaie inguérissable n'est pas le terme approprié. Le terme approprié, ce serait avoir une plaie dont on ne connaît pas l'origine, dont on ne connaît pas l'étiologie et par conséquent que l'on n'arrive pas à traiter, mais pas qu'elle est inguérissable. Ça, c'est un jargon courant de façon triviale, je disais. Tout à fait. C'est-à-dire que une fois qu'on a trouvé le diagnostic exact, une fois qu'on a trouvé la cause exacte, une fois qu'on a trouvé ce qui a causé cette plaie et ce qui l'entretient, alors on peut trouver le traitement. Alors, avant d'y arriver à la prise en charge de ce genre de blessure, parce qu'il y a eu des complications qui sont survenues bien plus tard, on en parlera justement avec vous. Docteur Fongan, dites-nous, est-ce que toutes les blessures
se traitent de la même manière, c'est-à-dire une blessure issue d'un bouton peut être traitée comme une lésion qu'on a eue de façon naturelle? I would say no, because if you have a wound, you need to know the primary etiology. For instance, if it's following a blister like you're explaining, we'll have a measure for the wound dressing. If maybe we'll have a wound following a burn, we'll have another measure for the wound dressing. So we're going to say that every patient in the hospital is an individual and the case is like independent. So we take care of a patient as a whole and not just based on what the patient has. Alors, on a compris avec elle que les blessures ne se traitent pas de la même manière. Pour le cas de Michel Patrice, qui est d'ailleurs notre sujet de ce soir, qu'est-ce qu'on aurait pu faire à l'annonce, à la vue des premiers signes qui annonçaient une blessure qui semblait être sortie du quotidien, du régulier? Oui, alors, il est vrai que de manière rétrospective, il est assez difficile de définir le pourquoi des choses. Il est assez difficile de dire qu'est-ce qu'on aurait pu faire. Oui, c'est-à-dire, vous avez une blessure, vous trouvez l'étiologie. Est-ce que c'est veineux, artériel, c'est tumoral? Il faut chercher l'origine. Une fois que vous connaissez l'origine, vous pouvez traiter. Maintenant, n'est-ce pas, il faut savoir que pour des raisons financières, parfois simples, mais assez simples et évidentes, on opte pour une solution raccourcie. C'est-à-dire que, par exemple, vous aurez une blessure que vous traînez pendant 19 ans. Et les examens qu'on vous demande, parfois on a appelé à faire une IRM, on a appelé à faire des angioscanners, on a appelé à faire des examens bien compliqués de manière répétitive. Et ben, ça devient assez coûteux pour un patient qui déjà passe sur une base démunie. Et si on lui demande de faire des examens de près de 200 000 francs tous les 15 jours ou tous les mois, ça semble assez difficile pour certains. Donc, par conséquent, certaines personnes préfèrent opter pour une solution un peu plus courte, quoi. Et donc, la solution un peu courte, parfois, c'est éliminer le problème. Vous savez, il arrive souvent qu'une personne ait une petite plaie, toute banale, et qu'on fasse des pansements, et malheureusement, au décours des pansements, on arrive à contaminer cette plaie avec un microbe, un germe assez compliqué. Donc, on quitte d'une plaie un peu banale à une plaie assez compliquée. Ce n'est pas forcément en milieu hospitalier qu'on complique cette plaie, ce serait peut-être en marchant dans la rue, à la maison. Nous avons vu qu'il y a des soins de maison, des pansements faits à la maison. On va éviter de décrire ces pansements-là. Donc, il y a tellement de raisons. Vous voyez déjà que pour arriver à son domicile, il traverse énormément de coins assez propices. Par exemple, il peut traverser des cours d'eau, il peut traverser des rivières. L'environnement, le cadre dans lequel il vit. Le cadre dans lequel il vit peut être un cadre propice à une surinfection d'une plaie. On va trouver, par exemple, des germes bien plus compliqués qui ne répondent pas de manière simple aux antibiotiques courants. Et par conséquent, on se retrouve en train de prescrire des antibiotiques assez coûteux, comme pour certains des patients qu'on a reçus sur place ici, qui devaient prendre des antibiotiques sur environ 45 jours, qui leur faisaient pratiquement 1 350 000. C'est un montant qui est parfois bien au-delà des capacités d'un individu, pour ne même pas dire d'une famille entière, et parfois même, je dirais même, d'un quartier entier. Donc, on se retrouve avec un tableau infectieux que nous ne pouvons pas contrôler. Et dans ces conditions, qu'est-ce qu'on fait? Parfois, on est appelé simplement à régler le problème d'une manière radicale. On en reparlera tout à l'heure. Alors, docteur Fonga, comment reconnaît-on qu'on est en face d'une blessure qui commence à connaître des complications, une blessure qui sort du cadre normal? Comment reconnaît-on des complications dans une blessure? Parce que toute blessure pour nous est blessure, pour l'homme de la rue, pour monsieur n'importe qui. Comment reconnaît-on une blessure qui commence à avoir des complications, qui commence à s'infecter? Déjà, comme le docteur a dit, si vous avez une blessure qui ne guérit pas, au bout de combien de temps? For example, you have a wound that maybe is taking months or years and you're seeing the same wound appearing or even getting bigger. You're supposed to get worried and want to know the etiology, what he was saying. In medicine, you don't treat the symptoms. You try to check what is causing it to be able to know exactly what to do. I'll take a simple example which all of us encounter in our day-to-day lives. Somebody has fever and takes paracetamol.
the fever will go down, but you've not tried to look for what is causing the fever, meaning that at any time that fever can come up again. So it's the same thing for wounds. If you have a wound, normally if you are healthy, let's say non-diabetic, you are feeding well, that's to say your nutrients are good, your blood pressure is not elevated, you are supposed to have a visual like evolution of every wound that you have. For example, you have a scratch today, it bleeds. After some time, it reddens, what we call granulation, and after that, the wound begins to dry up. You have serous fluid, like water coming out, then it dries. Exactly. But if you see that your wound is rather getting maybe whitish, or the redness is not appearing, like we are saying, because redness or granulation is like meaning that there's an evolution of wound healing. So in any scenario of that type, you have to go for a consultation. You don't necessarily have to wait for the months and years for you to know that it's a complication. Exactly. Or maybe the wound begins to have an odor. Ouais. You should be able to know that this is complicated, and so you should go for a consultation. Alors, des complications évoquées par Dr Fongan, lorsque ça commence à pas sentir bon, la plaie commence à prendre des couleurs blanchâtres, l'écoulement qui dégage de la plaie. Est-ce que ce genre de plaie, qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'on est face à ça? On diagnostique pour savoir si elle est infectée. Comment vous comportez face à cela, Dr Ganjo? Alors, quand vous avez une plaie, effectivement... Allez-y, ça passe. Quand vous avez une plaie, effectivement, alors... si on a une odeur, s'il y a une mauvaise odeur, s'il y a un écoulement blanchâtre, si le pansement a une coloration verdâtre, si le pansement a une coloration jaunâtre, ben déjà, si on pense qu'il y a une infection, ben la logique voudrait qu'on fasse un prélèvement, qu'on envoie au laboratoire, qu'on ait un antibiogramme avec, qui nous définira l'antibiotique spécifique pour prendre en charge cette plaie. Ça, c'est bien sûr le cadre d'une infection. Ce n'est pas seulement l'infection qui peut être à l'origine. Nous avons bien d'autres pathologies. L'une des pathologies les plus fréquentes, ce sont les pathologies tumorales. Dans ces conditions, autant on fera un prélèvement pour une recherche microbienne, autant on fera un prélèvement pour une biopsie, pour une recherche anatomopathologique qui nous définira effectivement s'il y a une tumeur. Et si effectivement il y a une tumeur, la recherche anatomopathologique nous dira laquelle. Et là maintenant, nous allons travailler de concert avec non seulement les anapathes, mais en même temps avec les oncologues qui vont nous dire, ok, vous avez cette tumeur, vous devez faire ceci au préalable avant de continuer à soigner votre plaie. Alors, nous allons marquer un temps d'arrêt pour aller rejoindre la régie qui va nous proposer un autre élément autour, bien sûr, de Michel Patrice. Je rappelle, bien sûr, que c'est un cas sur lequel nous revenons, qui a d'ailleurs attiré moultes attentions. Vous avez été très nombreux à contribuer pour sa prise en charge qui avait débuté avec nous. On l'a perdu de vue. On essaye de faire le point sur sa vie et savoir ce qu'il est devenu. Mais avant, retraçons le parcours de sa maladie, retraçons son parcours médical. Il est à la léproserie de la Dibamba. Je suis dans les mots. Allons-y en élément image pour voir ce qui s'était passé et on revient sur le plateau pour prendre des connaissances avec les experts de santé avec nous. À tout de suite. Pourquoi aujourd'hui? Je suis là pour le problème de ma jambe droite qui me fait mal. J'ai eu une blessure depuis 1 an déjà. Ok, qu'est-ce qui a causé cela? Soulevez le pantalon, s'il vous plaît. Et cela est dû à quoi? Cela a été causé juste par un petit bouton. Ça a commencé par un petit bouton. Et juste comme ça. Et le bouton de manger? Non, elle coulait juste. Elle coulait juste. D'accord. Et avant d'arriver ici, là, vous vous êtes fait suivre quelque part? Non, j'étais juste à la maison, en train de faire des petits soins en attendant. D'accord. Vous dites que ça fait plus d'1 an que vous avez ça? Oui, ça fait plus d'1 an. Ça fait 1 an déjà. 1 an. D'accord. Hormis de cela, avant que la plaie n'arrive, vous avez un problème avec votre jambe? Non. Il n'y a pas de problème avec votre jambe? Non, je n'ai pas de problème. Et la façon dont vous marchez là, c'est comme ça que vous marchez depuis, ou c'est la douleur qui vous a... Non, depuis que le masque s'est installé, que je ne parviens plus à poser le pied au sol, donc je suis obligé de me déplacer avec les béquilles.
En salle de soins, l'infirmier va tout d'abord effectuer un nettoyage complet de la plaie et ses alentours. Puis, la phase de désinfection suivra. Malgré tout son courage, le jeune homme ressent une douleur d'une extrême violence traverser l'ensemble de son corps. Une fois cette phase des soins terminée, un pansement est appliqué. Notre patient peut désormais investir la chambre où il sera interné. Le diagnostic du spécialiste sera sans équivoque. Michel Patrice doit être amputé. Jusqu'ici, j'avoue que vraiment, rien n'était facile. Parce que vraiment, depuis plus d'1 an, je vais de douleur en douleur. Parce que, avec sa situation, vraiment, c'est difficile. Des enfants qui ne parviennent plus à manger. Et déjà, avec cette nouvelle année scolaire, je ne sais même pas s'ils iront à l'école parce que la situation même n'est pas stable jusqu'ici. Mais déjà, je dis vraiment merci à tous les téléspectateurs de Regard Social parce qu'ils ont été vraiment gentils. Puisque sans eux, mon mari ne serait pas interné ici. C'est grâce à leur donation qu'il a pu être interné ici et avec tous les soins qu'il a eu jusqu'à ce niveau. Bon, comme on dit souvent que Dieu propose, l'homme dispose. L'homme propose, Dieu dispose. Et il se trouve que l'os est calciné dans le pied, ce qui fait qu'il n'y a plus de traitement adéquat pour ce pied. Donc nous sommes arrivés à la phase d'amputation. Et c'est pourquoi je profite de l'occasion pour prier une fois de plus les téléspectateurs de Regard Social. Nous venez en aide, puisque nous ne savons plus vraiment à quel sein nous vouer. Sans vous, nous ne pouvons rien. Vraiment, nous comptons sur vous pour qu'il puisse avoir une vie normale. Puisque si on n'ampute pas ce pied, il va souffrir toute sa vie. Il faut qu'on le fasse. Je compte vraiment sur vous. Et je vous remercie déjà pour ce que vous avez eu à faire par le passé. Aux côtés de celle qui a été sa première aide-soignante avant de passer le témoin aux professionnels, Michel Patrice essaye de trouver le courage, celui d'une nouvelle vie d'estropié. Oui, je voudrais dire sincèrement grand merci à tous les spectateurs du Regard Social, à tout ce qu'ils ont fait pour moi, pour que je puisse arriver à ce niveau de l'interner, pour m'interner ici à l'hôpital. Je vous dis un grand merci. Et merci aussi à la télévision Equinox pour tout ce qu'il fait pour les âmes de souffrance comme nous. Et merci aussi à celui qui a créé ce projet, de vraiment créer ce projet et pouvoir mettre cette idée en place, de pouvoir aider les enfants qui sont dans les souffrances comme nous. Il est bien vrai, je dois être cloué pour 6 mois sur le lit de l'hôpital. Cela me fait vraiment mal, mais c'est juste la patience et j'obtiendrai la guérison. Pour ce dernier, la faveur d'une vie est plus importante qu'un membre perdu. Et pour cela, il implore davantage la sensibilité de vos cœurs à ne pas rompre cette chaîne de solidarité bien entamée. Une chaîne de solidarité bâtie autour de la confiance, autour de l'altruisme, autour de la compassion et de la charité. Merci de nous retrouver si vous le faites maintenant. Le cas qui nous importe aujourd'hui est celui de Michel Patrice,
Il est passé sur notre plateau pour des problèmes de blessures dites inguérissables qui finalement auraient peut-être eu raison de lui. En tout cas, on saura ce qu'il est devenu après, bien sûr, qu'il soit passé sur notre plateau. On l'a perdu de vue jusqu'à aujourd'hui. Alors, docteur, avec vous, on essaye de comprendre comment est-ce qu'une blessure, un bouton du moins, soit arrivé au stade de cette blessure à cette ampleur. Qu'est-ce qui aurait favorisé cette blessure jusqu'à cette grandeur-là? Oui, alors, on n'a pas vraiment beaucoup de détails sur les résultats des examens. Sinon, il est certainement vrai qu'il y a certainement une raison très claire, soit une radiographie en faveur d'une tumeur, maligne certainement, soit un processus infectieux massif qui aurait motivé le médecin à procéder plutôt à une amputation plutôt qu'à chercher à conserver les membres. Voilà, donc peut-être il y aurait eu un tableau qui risquerait d'emporter la vie du patient, et à ça on préfère éliminer le membre parce que comme on le dit souvent, l'objectif de la médecine c'est d'abord sauver la vie, ensuite sauver le membre, ensuite sauver la fonction. Donc il faut d'abord que le patient soit vivant avant qu'on cherche à sauver son membre. Donc si le membre met en danger sa vie, ben on doit l'enlever. Je crois que vous avez anticipé sur ma question. Je vais revenir à vous. Mais tout d'abord, docteur Fonga, on a vu tout à l'heure dans la prise en charge des pansements qui étaient effectués. Pour ce genre de blessure, pour question d'hygiène et peut-être de bien-être, combien de fois faut-il faire des pansements? À quelle fréquence? For wound dressing, there is no stated duration or frequency of changing wound dressing. So like in this patient's case, the doctor in charge could start with maybe 12 hourly wound dressing, that's to say 2 times a day, and with the progression of the wound and maybe the discharge of the wound, he could then say maybe we'll go 24 hourly, and if it doesn't progress, that's what he started looking into other considerations, and maybe it's actually a failure of progression of the wound healing and other factors like the specialist said, like tumor involvement that led to the amputation later on. So there's no specific definition of duration or frequency of wound dressing. It's also going to be case dependent and depending on the evolution of the wound healing. D'accord. Docteur Gandieu, il y a des personnes certainement qui doivent avoir ce genre de blessure à la maison qui se disent que ouais, forcément mon membre sera amputé. Alors, est-ce qu'il y a des blessures de cette envergure qui trouvent traitement, qui finissent par cicatriser? Et si oui, quelles sont les mesures de prise en charge qui permettent d'arriver jusqu'à un résultat escompté? Alors effectivement, il faut le préciser, très peu de blessures aboutissent à une amputation. Maintenant, comme j'ai dit tout à l'heure, si c'était un tableau qui met en jeu la vie du patient, naturellement, l'amputation serait préférable à la perte d'une vie. Maintenant, nous avons beaucoup, mais alors multiples manières de prendre en charge une plaie. Nous avons la cicatrisation dirigée, comme on l'appelle, c'est-à-dire les pansements. Nous avons les sutures pour les plaies qui ne sont pas très larges. Nous avons les méthodes de chirurgie plastique qui consistent soit à des greffes de poumons, soit à des lambeaux fascio-cutanés ou des cross-legs. Et nous avons aussi d'autres méthodes telles que les thérapies à pression négative qui se font en milieu hospitalier, ou alors les thérapies hyperbares qui se font dans des caissons hyperbares. Ce sont des thérapies, l'ensemble de ces thérapies en général, les deux dernières thérapies, c'est-à-dire la pression négative et les caissons hyperbares, sont des thérapies assez innovatives qui ont des résultats plutôt très encourageants pour les différents types de plaies. Alors, docteur Fonga, tout à l'heure, docteur Gandieu évoquait les complications qui peuvent permettre à ce qu'on arrive à une amputation de la jambe, de la jambe. Mais est-ce que toutes les complications sont forcément liées à une amputation? No, and I'll say no again. He rightly said very few wounds will complicate to an amputation. Like in the case of our patient, we are strongly suspecting that it was probably a bone tumor
that led to the decision of the doctor being a leg amputation rather than a leg salvage. And so we can see that there was a reason for an amputation. There was. Nous irons cette fois-ci encore en images, voir la suite de la prise en charge, je veux dire du parcours médical de Michel Patrice, qui a été notre patient. Il a d'ailleurs suscité beaucoup de compassion de votre part. Nous essayons de retracer le moment passé avec nous, du moins ces moments passés avec nous, pendant lesquels on a appris à le connaître, à comprendre sa maladie et à l'accompagner à notre manière, à votre manière, avec les moyens que nous avions. Allons à travers cet élément voir ce qui s'est passé juste après son admission à la léproserie de la Bibamba. Nous sommes rendus à la phase terminale de la prise en charge du cas Michel Patrice. Le sujet a connu une détérioration rapide de son pied suite à un accident de moto. Tu vas descendre, tu vas... Deux opérations chirurgicales ont été exécutées afin de mieux cerner le mal, avant d'opter pour la troisième qui indique une amputation afin de sauver la vie du patient Michel Patrice. Beaucoup de grèves dans tous les autres centres. C'est après des analyses à la léproserie qu'on a trouvé qu'avec cette infection, on ne pouvait pas réussir à sauver le pied. Et c'est en ce moment qu'on a discuté avec lui. Les gens de la léproserie l'ont convaincu et il a accepté l'amputation. C'est pour cette raison qu'on l'a référé ici, que nous puissions faire cette amputation. C'est le centre de santé catholique Saint-Jean-de-Dieu qui se charge de cette tâche. Michel Patrice, ce matin, est plutôt d'humeur détendue avant et pendant son admission au bloc opératoire. Une préparation psychologique et le déroulé de ce qui va suivre lui sont dévoilés. Premier, deuxième, c'était pourquoi? La graisse. Toujours pour le même pied. Ça fait combien de temps le pied? Ça fait, quand on a greffé la première fois, ça fait 13 ans. Non, ça fait 17 ans, c'est revenu. Et après, quand on a encore retravaillé dessus, ça fait juste... on a fait 1 an. Pas encore. Ok. Bon, première chirurgie, on avait fait quel genre d'anesthésie? Local. On avait pas général, on a fait l'anesthésie locale. Ok. Bon, on va faire la même chose aujourd'hui. L'anesthésie locale, on va piquer par le dos. Quand on va piquer par le dos, après 3 ou 5 minutes, tu vas sentir le pied comme si c'est des crampes.
À un moment donné, je vais demander que tu soulèves le pied droit ou c'est gauche. Le pied droit. Le pied droit, je vais demander que tu soulèves. Bon, quand tu vas sentir que c'est lourd, ça va dire que l'anesthésie a bien prise. Donc ça sera comme la dernière fois qu'on a fait les autres chirurgies. Donc tout va se passer bien. Tout là est bien non, parce que quand on finit, tu pourras manger. N'est-ce pas? La dernière fois qu'on a fait, tu as attendu combien de temps avant de manger? Quand on a fait la dernière fois, si je me souviens bien, c'était dans l'après-midi que j'ai mangé, parce qu'on avait l'opération se passait tard, vers 11h. Ok. Bon, le local est souvent bien parce que après, quand le malade se repose, le malade pourra manger à son heure ce qu'il veut manger. D'accord. Quand on fait comme ça là, nous tous, tu vas rester éveillé. Quand on finit, tes gardes malades seront là pour t'accueillir. Tu vas aussi leur dire comment ça s'est passé. On va causer pendant la chirurgie. Une inquiétude va se glisser dans la tête du patient. C'est au sujet de l'adhésion facile de la prothèse qui devrait lui permettre de mieux mouvoir sa jambe. Comme disais, le médecin du père souvenir la dernière fois, il m'a fait comprendre que le demandait qu'on prenne plutôt en bas et pour pouvoir avoir le maillon porté la prothèse. Bon, il m'a fait comprendre que non, même en prenant en haut, il faut avoir le maillon porté la prothèse. Mais il y a aussi un petit souci. Bon, par rapport à la lecture du cliché, dans la lecture, puisque sur le papier là, si vous regardez, bon, ils disent qu'à partir du genou, il y a une légère calcination là-bas. Je ne sais pas si vous lisez ça. Pourquoi on se conseille que, si c'est un conseil seulement, si peut-être en prenant en bas, si en prenant en bas, cette légère calcination peut causer des problèmes de main, on prend alors en haut. C'est vous qui connaissez, parce que moi je n'y connais pas, mais j'ai expliqué juste ce que les soeurs de l'autre côté m'ont fait comprendre. Que si en prenant plus bas, ça devrait faciliter d'avoir un maillon pour la prothèse. Mais en haut, ça ne sert pas facile parce qu'il faut que le genou ait une flexion. Pour la flexion du genou. Bon, si vous pouvez peut-être lancer sur la lecture du cliché pour voir vous-même, parce que moi je ne connais pas la médecine. Toi tu demandes qu'on fait l'amputation au-delà du genou, mais moi je me dis, si on le fait un peu bas, là l'articulation naturelle facilite qu'on te fabrique une très bonne prothèse. Mais maintenant qu'est-ce que je veux faire? Quand je veux ouvrir, je veux voir jusqu'au niveau où l'os est atteint. Si c'est vraiment plus bas, là tu as beaucoup de chance. Mais si ça va vers le haut, on trouve que c'est plus proche vers le genou. Là c'est obligé de couper ça à deux travers le droit du genou. Là on te fera une prothèse avec le genou artificiel. Or là c'est ce que je veux éviter, puis là c'est plus compliqué. Chaque fois tu vas aller pour qu'on revérifie. Alors qu'avec une prothèse un peu plus bas, tu n'as pas besoin d'aller là-bas tous les temps pour te faire vérifier. Puis la prothèse au-dessus du genou, parfois, la plupart du temps, ça laisse des blessures au niveau des moignons. Tu comprends maintenant? Alors qu'en bas, on fait ça comme un petit chapeau et on met ton pied dessus, on adapte au pied et tout se passe très bien. Ok? Donc la seule chose qui nous reste, dès que tu reçois l'anesthésie, on ouvre, on voit si l'os n'est pas atteint vers le haut, on fait ça plus bas. Là, pour te faciliter les choses, d'accord? Ok. Rassuré par les informations du chirurgien, l'on peut désormais procéder à l'opération proprement dite. Elle exige tout d'abord une anesthésie. L'anesthésie que je viens de faire, ça va prendre 2 heures du temps pour la chirurgie. L'anesthésie, il va se remettre, puisque maintenant qu'on vient de faire l'anesthésie, il va sentir les pieds comme si c'est des crampes, comme si c'est mort, ça pèse. Mais après les 2 heures du temps là, il va ressentir. Là, les douleurs vont recommencer. Il va commencer à sentir les douleurs. Après les 2 heures du temps là, l'anesthésie va expirer. Oui, il va ressentir le pied, il va bouger le pied. Il va soulever le pied.
Place cette fois-ci à l'opération. Les experts vont couper par-ci et renfermer par-là. Et au final, tout est recousu avec beaucoup de précautions et prévention, comme le dit le chirurgien. Nous pouvons corriger ça jusqu'à l'âge de 32 ans par l'opération. Maintenant, on peut corriger sans opérer jusqu'à l'âge de 13 ans en utilisant la méthode POSITI, méthode pour les clofoot, c'est les petits enfants. Mais en ce qui concerne les nivarum, les vargum, là on les opère, ils restent sur plâtre pendant 45 jours. On fait l'ablation et on procède à la pose des calipaces qui peuvent utiliser entre 6 et 1 an pour que la forme prenne le pied définitif. En ce moment, on libère ses enfants à la mer. Tous les 3 mois, ils repassent, on les suit pour savoir s'il n'y a pas eu un mauvais mouvement qui peut entraîner encore d'autres malformations. Donc on les suit sur au moins 3 ans avant de les laisser partir. C'est sous escorte que Michel Patrice va regagner sa salle d'hospitalisation. Quelques recommandations sont faites pour permettre aux patients de ne pas trop bouger et surtout pour que sa blessure cicatrise rapidement. Pour faire n'importe quoi, ce qu'ils vont manger. Il évite seulement les plantains, non mûrs, les choses dures là. Et ils vont aussi boire beaucoup de l'eau, même 2 litres par jour. Oui, ça va l'aider beaucoup. Et à partir de demain, tu pourras lui faire les fruits. Oui, il mange beaucoup de fruits, beaucoup de légumes. Ça va l'aider pour que la plaie... Oui. Donc il connaît la position, comme j'ai dit là. Dès qu'il mange, il se couche. Et pour aujourd'hui, là, il évite de causer. Oui, parce que s'il cause beaucoup, il bavarde, il aura les maux de tête. Il y a un souci. Non, le pain aussi, on laisse le pain. Ce qui est dur, c'est que ça va lui faire pour traîner, pour faire les selles. Et pour le moment, comme il ne peut pas se déplacer, oui, donc il faut qu'on évite. Ce n'est pas que ça va déranger. Oui, c'est pour cela que je dis les choses dures là. Quand tu veux aussi faire les selles, ça va. Ouais. Oui. Au sorti du bloc opératoire, l'expert révèle ce qu'il y a eu à faire pendant cette heure et demie qu'aura duré l'opération. L'anesthésie avait été prévue pour 2 heures de temps. Et quand nous sommes arrivés, comme je vous ai déjà dit au préalable, il y avait 2 possibilités concernant cette amputation. Où ça se passe à 2 travers de doigts au-dessus du genou, où on le prend au tiers supérieur du tibia. Là, à ce moment, quand nous avions ouvert à partir de sa blessure, nous avions constaté que l'infection osseuse s'est arrêtée au niveau du tiers moyen. En ce moment, nous avions décidé donc de faire une amputation un peu plus bas, ce qui devait le favoriser pour la fabrication de sa prothèse. Donc, l'articulation naturelle était conservée, donc la prothèse est plus facile à être obtenue. Alors, l'opération s'est vraiment bien déroulée. Moi, je pensais qu'on devait faire ces 2 heures de temps à la mer. Environ 1h27, nous avions pu achever son opération. Et vers la fin, le malade s'est bien sorti. Il est quitté des blocs dans de bonnes conditions, sans autres complications. Et nous souhaitons qu'il recouvre de la même façon, de la manière le plus rapide que possible pour intégrer la famille. Aujourd'hui, grâce à vous et vos nombreuses contributions, ensemble, nous avons sauvé une vie, une famille entière. Il y a lieu de dire que Michel Patrice est bien portant depuis le début de la phase d'observation. Retour à l'antenne après cet élément. Nous étions bien sûr
en compagnie des chirurgiens en bloc opératoire pour l'amputation de la jambe de Michel Patrice. Le sujet passé sur ce plateau le 8 juin 2020. Avec nous toujours à nos côtés, les experts de santé pour nous guider sur le chemin de la connaissance. Dr Gandieu Francis, habitué de ce plateau, qui est obstétricien et chirurgien. Vous êtes orthopédiste. Merci. Et à mes côtés également, Dr Fongan, elle qui est généraliste. Alors, tout à l'heure, nous avons vu les éléments sur la prise en charge, du moins le passage au bloc de notre cher Michel Patrice. Quels sont les éléments sur lesquels on s'appuie pour rassurer un patient avant d'entrer en bloc opératoire? Vous qui êtes chirurgien. Alors, avant d'entrer au bloc opératoire, et comme on dit pour toute chirurgie, mais d'ailleurs même pas seulement pour le bloc opératoire, pour tout acte invasif, il est important que le patient sache ce qu'on compte lui faire. Si c'est pour une intervention chirurgicale, le type d'anesthésie, les complications éventuelles et en fait, les déroulés de l'intervention. Au niveau chirurgical, il doit connaître l'intervention qu'on compte faire, le motif pour lequel on compte faire cette intervention, quelles sont les complications possibles. En fait, il doit avoir compris de long en large ce qu'on doit lui faire et bien sûr valider ce qu'on demande. Et il valide cela comment? Par un consentement éclairé. C'est-à-dire qu'il atteste qu'effectivement il a compris tout ce qu'on va lui faire, il a compris les complications éventuelles qui peuvent survenir, il a compris en fait tout ce qui peut arriver. Et là-dessus maintenant, il entre au bloc rassuré. Si le patient n'est pas rassuré, alors si ce n'est pas une intervention urgente, on reprend l'intervention jusqu'à ce qu'il ait compris et qu'il soit rassuré, qu'il entre au bloc avec un calme absolu. D'accord. Alors, tout à l'heure dans ce reportage, nous sommes laissés entendre qu'il y a eu une infection osseuse. Quels sont les différents types d'infections osseuses? When you talk about bone infection, the term in medicine is osteomyelitis. And in this case, we doubt if it is osteomyelitis. Because when we look at the history of the patient, it doesn't look like one. Ouais. So if you maybe want to rather ask me that, what are some of the differentials that we can have when we have a patient who presents like this and get amputated, then that's when we can start talking about maybe a possible malignancy or like we were saying, an osteomyelitis, or maybe even a benign tumor that did not progress, that did not get well. So those are some of the possibilities. But in this case, we can't be sure that it was an osteomyelitis, that is a bone infection. D'accord. On reste dans l'infection osseuse. Alors, moi, je vais parler de toute autre chose. J'aimerais bien parler de cancer de l'os. Qu'est-ce que c'est? Docteur Francis Gandieu, vous qui êtes le spécialiste. Cancer de l'os, c'est toujours une entité nosologique bien intéressante. Déjà, le mot cancer de l'os, c'est pas très bien. On va dire une tumeur maligne de l'os. D'accord. Alors, c'est effectivement un processus expansif qui se développe au dépend de l'os. Il peut prendre l'os à différents niveaux, que ce soit à l'extrémité proximale, au niveau diaphysaire, à l'extrémité distale. Alors, ce sont des entités qui se développent. Maintenant, le problème du cancer de l'os, c'est quoi? C'est que, les tumeurs osseuses, c'est que pour les découvrir, c'est un peu plus compliqué qu'une pathologie habituelle. C'est-à-dire que quoi? Vous avez une fracture, on fait une radiographie, on trouve cause de fracture, par exemple, liée à une tumeur. Vous avez une douleur, c'est assez rare dans les tumeurs osseuses, mais ça arrive aussi. Vous avez une douleur, on fait une radiographie, on trouve que effectivement c'est une tumeur. Vous faites une radiographie banale juste de manière systématique et on trouve que vous avez une tumeur. Alors c'est comme ça qu'on découvre généralement qu'il y a une tumeur osseuse. Maintenant, est-ce que c'est une tumeur maligne? Est-ce que c'est une tumeur bénigne? Oui, les radiographies permettent très souvent de définir, le type de tumeur. Maintenant, il y a encore beaucoup de critères, énormément de critères qui nous permettent d'évaluer une tumeur maligne ou bénigne. Maintenant, quand il s'agit de tumeurs malignes, quelle qu'elle soit, que ce soit osseuse ou non, déjà, quand c'est une tumeur maligne, bon, qu'elle soit osseuse ou non,
il y a toujours un protocole de prise en charge. Il faut toujours situer la tumeur, il faut voir son agressivité, il faut voir son expansion. Est-ce que c'est étendu à d'autres organes ou pas? Alors maintenant, il faut d'abord savoir si c'est une tumeur primitive ou secondaire. Est-ce que c'est une tumeur qui vient de l'os ou c'est une tumeur qui était ailleurs et qui est venue à l'os? Donc, tout cela. Maintenant, parfois aussi, pour une tumeur, effectivement, on peut choisir d'amputer. Ou alors parfois, voilà, on constate que c'est une tumeur maligne, mais malheureusement, on a déjà des métastases, comme on les appelle, au niveau pulmonaire, au niveau abdominal, et bon, on dit, ah tiens, il est trop tard, l'amputation ne servira pas à grand-chose. Voilà. Alors, on parle, moi j'ai dit cancer de l'os, docteur Francis Gadjo a dit tumeur osseuse. Les tumeurs osseuses, est-ce qu'il faut forcément pour que ça attrape quelqu'un, que ce soit l'os ouvert qui soit exposé à l'air ou alors ça peut naturellement entrer d'une autre manière? Je ne sais pas si je me fais comprendre. I've understood you. Let's just try to start by looking at the risk factors of having a bone cancer. Ouais. Normally, most of the bone cancers that we have around is idiopathic. That's to say that we don't know what exactly is causing it. And to begin, it's a rare thing. For example, you can have a healthcare provider who works all his life and never come across a bone cancer because it makes up just 0.2% of all malignancies worldwide. Right. It's a bit more common in children, so we can have up to 5% of cancers in children being bone cancer. So we see that it's really something rare, and usually physicians will not quickly think about that when patients present with wounds like that. But one thing we can say is that common predisposing factors can be genetic, or maybe you have a patient who has had a history of radiotherapy as treatment for other cancers, and then in the long run now gets to develop a bone cancer as one of the long-term side effects of what he has. Or maybe a patient has a benign tumor, because like he said, it's not right to say bone cancer, because in medicine when you say cancer, it can be benign. Cancer, it's malignant, but when you say tumor, it can be benign or malignant. Right. Yes, so you can have a benign or another disease of the bone which is benign. There is something we call Paget's disease, in which maybe the metabolism of bone is not well formed and something like that. It can also progress in the long run to become a malignancy of the bone. Yes, but apart from those predisposing factors, you cannot really lay your hands on what is causing a patient a certain bone cancer. D'accord. Alors, docteur Francis Gadjo, qu'est-ce qui peut survenir comme complication lorsqu'une opération, une amputation a été faussée, mal faite? Quelles sont les complications qui peuvent survenir post-opératoire? Alors, je me réserve, j'évite toujours d'employer l'expression mal faite. Je pense qu'un chirurgien qui décide de faire une amputation a quand même assez d'expérience pour bien la faire. Donc, docteur, je vais vraiment vous couper, être mal poli. Nous, on en a connu, franchement, je vous le dis, sincèrement, on a connu des personnes sur ce plateau qui sont venues nous dire que l'opération a été mal faite. Il a fallu enlever une veine qui créait des douleurs. Je préfère vous le dire, il y a vraiment des opérations qui sont mal faites. À ma connaissance, ça n'engage que moi. Bon, comme je disais, je pense qu'un chirurgien est quand même formé pour ne pas mal faire des interventions. Maintenant, une intervention peut compliquer. Ça veut dire que ce n'est pas mal fait, mais bon, les complications, ça arrive, c'est décrit. C'est-à-dire que des interventions, on décrit au moins 10 à 15% de complications pour certaines interventions chirurgicales. Alors, une amputation qui aurait une complication, comme je dis, je précise toujours l'expression, il y a une complication suite à une amputation. Ça peut être simplement quoi? Des complications qu'on connaît plus couramment. Une nécrose du moignon, c'est-à-dire que la partie où on a fait la suture noircie, la peau ne tient pas et voilà, une nécrose. Ça peut être une mise à nu, c'est-à-dire que l'os qui est à l'intérieur ressort totalement au niveau du moyen d'amputation. Et effectivement, ça peut être des pathologies thromboemboliques qui vont même parfois jusqu'au décès du sujet. Donc maintenant, il faut savoir que, par exemple, une amputation qui a été faite avec un moignon qui ne tient pas, c'est-à-dire que le bout le cutané ne tient pas, ça peut être simplement dû au fait que, voilà, on a fermé, on a trop serré les poings. Ça peut être dû au fait que, bon, voilà, le problème se situe, par exemple, il y a un problème vasculaire qui se situe un peu plus haut
Donc l'amputation a été faite plus basse pour des raisons ou une autre, c'est-à-dire que, et là voilà, la nécrose continue et il faudra la reprendre. Voilà, on a une tension, il y a tellement de raisons qui peuvent pousser à ce qu'il y ait une complication que bon, voilà. Mais comme je dis, il y a des complications. Tout acte chirurgical est pourvoyeur de complications. Une question que plusieurs personnes se posent certainement à la maison. Comment diagnostique-t-on un cancer de l'os? To make the diagnosis of bone cancer, like we call it, like tumeur osseuse, pour ne pas fâcher Dr. Francis Gandeux. To make the diagnosis of a bone malignancy, we have 3 basic principles where we can have imaging, which can start from a common X-ray, like he said. You can have a patient who complains of something else, and in the course of imaging, like a routine X-ray, we realize that there's something and we need to maybe further investigate. And other imaging procedures, which we already have in Cameroon, we have CT scans, MRIs, all of those can help in the diagnosis of bone cancer. And the definitive diagnosis is histopathology. That's to say, we have to do a biopsy of a section of the bone, and which should not be done without a multidisciplinary team or without being in a bone cancer center. It should be done like in a ready setting, like to say, if it is this, what is the next thing to be done? So we can do a biopsy and do histopathology that will help us to determine if it's a malignancy. And if it is, then we go ahead with the staging and the grading of the cancer, because all of that is going to help the physician and also with the patient's opinion to decide on what nature of amputation should be done in case one is needed. For example, like in the case of a patient, we had an amputation. But depending on what we had on histopathology, if one was done, there could be a possibility of discussing and seeing with respect to the patient's state of health and other factors, see if it was possible to do a limb salvage. Meaning that maybe just the section involved was removed. And in the staging, we get to know if there is metastasis, like the specialist mentioned before now. He made mention of the fact that if we already have so much metastasis, there is no need going for an amputation, because in that case, you're not going to add value to the patient's life. Because amputation is usually, like he said, the first thing is to save the patient's life. Second, save the limb, and before you think about the function entirely. So if the patient is not alive, the limb will not be of any value. So if you already have a very high degree of metastasis, there's no need to go for an amputation. You just control with other adjuvant therapies, which can be chemotherapy and radiotherapy. And now the last thing, which is just supportive, is laboratory blood test. And now these can usually be, for example, checking the patient's baseline urea, that's to say the kidney function, and maybe the liver function, so as to know if this patient is going to be fit for a conjoint chemotherapy when the time comes. Docteur Fongon, elle est avec nous, elle est médecin. Docteur Gandeux également est avec nous, il est chirurgien, orthopédiste. Merci d'être avec nous sur le plateau de Regard Social. C'est une émission, une plateforme publique qui met bien sûr à étal tous les maux dont souffrent les couches les plus défavorisées, celles qui sont en marge de la société. Nous leur donnons le coup de main au lieu de leur donner le coup de pied. Nous sommes dans l'histoire de quelqu'un de particulier. Lui, c'est Michel Patrice. Il était de passage sur notre plateau. L'élément qui va suivre est l'une de nos dernières rencontres avec lui avant de véritablement perdre la communication avec lui. Voici l'un des derniers éléments où on était bien sûr dans la phase de sa prise en charge. Nous sommes à PK18, dans le 3e arrondissement de Douala. Un quartier au relief escarpé par endroits. Ici, en image, Michel Patrice. Il nous réapparaît avec une mine radieuse. Quelques mois après sa dernière amputation, Michel garde encore des souvenirs de ces séquences sombres de sa vie qu'il a tenu à partager avec nous à travers des clichés jalousement gardés sous forme matérielle et numérique dans son téléphone.
Depuis la cicatrisation de sa blessure, Michel se sent comme un homme à part entière malgré son handicap. Il effectue des travaux ménagers afin de soulager sa femme. Mais aussi des activités de débrouillardise telles que la cordonnerie, des chantiers de construction, ce qui lui permettent de temps en temps d'amener la pitance à la maison. À sa charge, des enfants et une épouse avec lesquels ils vivent dans cette maison inachevée. Pour ce jeune battant, la vie réserve encore un faisceau de surprises. Mais la bonne nouvelle que nous accueillons est la guérison complète de cette jambe qui a connu des complications. Aujourd'hui, Michel essaye de se réinsérer dans la société grâce à vous. D'ailleurs, il a tenu à vous dire merci à sa manière. Il s'agit bien sûr d'une rencontre heureuse avec Michel Patrice. C'était l'une de nos dernières rencontres. Après, bien sûr, les étapes du bloc opératoire. Michel Patrice, grâce à vous, grâce à vos efforts, s'est remis et il commence déjà à sa manière à réintégrer la société, à se battre, à donner du sien pour amener la pitance dans son domicile. Michel Patrice est parmi nous et c'est grâce à vous. Merci infiniment. Il est là ce soir pour vous le dire. Bonsoir Michel Patrice et merci de trouver la force de nous rejoindre sur le plateau ce soir. Bonsoir Monsieur Martin et bonsoir à toute l'équipe de Regard Social. Et je voudrais d'abord dire merci d'avance à cette maison pour tout ce qu'il fait pour des personnes vulnérables comme nous. Nous essayons de partager avec toi quelques séquences de ces moments douloureux, difficiles pour toi, ces moments où tu avais comme l'impression que le ciel te soit tombé sur la tête. Lorsque tu apprends le message, autant pour moi d'amputation, qu'est-ce qui se passe chez toi? Oui, le jour où on m'a informé que je devais être amputé, puisque la veine qui alimentait les os était touchée, on ne pouvait pas la soigner. J'ai dit, il n'y a pas de problème. C'est la vie, c'est une nouvelle vie qui doit recommencer et je dois l'accepter comme ça. Et surtout aussi avec la contribution de mon épouse aussi, qui m'a tellement soutenu dans tous ces efforts que j'ai traversés. Et ce n'était pas facile, mais j'ai accepté comme ça, pour éviter d'avoir un stress et qui doit me culpabiliser davantage. Si oui, ma première guérison, c'est d'abord moi-même. Ouais. Oui. Si je n'accepte pas et que je dois passer d'une vie à autre, aujourd'hui on peut sourire comme demain on peut pleurer. Comme demain on peut pleurer, comme après-demain on peut sourire. C'est ça, quand j'ai compris ça, j'ai dit oui. D'autres vivent, pourquoi pas moi? Est-ce que je dois rester dans les douleurs tous les jours? Tant d'années coucher, pleurer jour et nuit. Non, pourquoi ne pas m'en passer et chercher comment faire pour avancer? Justement, est-ce que ce n'est pas le nombre d'années passées dans la blessure, dans la maladie, ce nombre d'années qui d'ailleurs a motivé le fait que tu acceptes l'amputation? C'est ça un nombre d'années, comme vous le dites, mais cela, j'ai subi douleur sur douleur. Il n'y avait même pas parfois la possibilité de manger quand j'avais un plat devant moi. Je regardais ma situation et ce n'était pas la blessure qui me faisait plus mal, mais c'était tous les jours on dépense, mais les enfants ne vont pas manger. Parce qu'on ne peut pas acheter une compresse et que l'enfant n'a pas à manger. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'en supprimant ce pied, ces enfants auront la possibilité de manger demain sans que je ne puisse avoir de douleur? J'ai dit oui, quand j'ai compris que non, c'était la meilleure solution. J'ai dit ok, on l'ampute. Je n'avais plus d'autre option. Alors, une première amputation qui ne se passe pas super bien puisque tu vas aller au dortoir, au bloc opératoire pour une deuxième fois. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce qu'on explique le fait qu'on revienne pour une deuxième fois à l'amputation? Oui, moi je dois accuser mon médecin. Je dois accuser mon médecin. Parce que mon médecin, après l'amputation,
il n'y avait pas de drainage pour le sang. Le sang coagule, ça rentre dans le pied. Au lieu de laisser un trou d'évacuation pour le déchet de sang, il a juste mis un tuyau et il a cousu. Il n'y avait pas de trou pour l'évacuation. Et quand le sang est resté gonflé dans le pied, cela est resté après. Chaque fois, il disait j'ai des douleurs, j'ai de la fièvre. Chaque fois, on ne faisait que m'administrer les anti-inflammatoires. J'ai eu des douleurs successives octobre, novembre, décembre, janvier. Et quand ce moment arrive, tous les jours, je dis docteur, ça ne va pas. Son problème, il dit, ce sont les infirmiers qui doivent faire tes soins et non moi. Je dis que ok. Je suis allé même rencontrer le responsable de l'hôpital. Le responsable de l'hôpital a dit, Michel, on doit s'occuper de toi. Mais les responsables du centre même n'étaient pas au courant de ce que faisait le médecin parce qu'ils avaient confiance à leur chirurgien. Justement, tu as évoqué un aspect très important à souligner. Docteur Gadjo, tout à l'heure, Michel Patrice parle du fait qu'on n'ait pas laissé un tuyau d'évacuation pour le sang pas de bonne qualité. Comment ça se passe, vous qui êtes spécialiste? Comment ça se passe très souvent? Alors, déjà, il a dit on n'a pas laissé une sortie d'évacuation, mais on a laissé un tuyau qu'on a recousu. Bon, je ne sais pas de quel tuyau il s'agit exactement, je ne sais pas de quelle sortie était attendue exactement, mais si jamais on a laissé un tuyau, ça veut dire que c'est d'une certaine manière, normalement le tuyau qu'on laisse en chirurgie, c'est un drain. Donc si on a laissé un drain, ça veut dire que ça a été drainé. Maintenant, je ne sais pas exactement de quoi il s'agit. Est-ce qu'il y a un hématome qui se constitue encore après? Ça peut arriver, même malgré le drain. Et qu'est-ce qui peut favoriser, bien sûr, cela? Cet hématome? Oui. Alors, il y a beaucoup de causes. Comme on dit, une amputation, c'est un muscle qu'on sectionne. Le muscle qu'on sectionne, c'est un tissu hyper vascularisé qui reçoit beaucoup de sang et par conséquent qui en laisse couler. Le corps humain lui-même permet d'arrêter le saignement. Mais parfois, certains corps arrêtent le saignement plus lentement que d'autres. Et par conséquent, on a un hématome qui se constitue. Alors, avant de revenir à Michel Patrice, docteur, est-ce que lorsqu'on a une veine qui n'arrive plus à vasculariser une plaie, il faut forcément amputer? Parce que là, c'est un problème de vascularisation, si je ne me trompe pas. Bon, déjà, l'expression une veine qui n'arrive pas à vasculariser une plaie, c'est compliqué, hein, cette phrase-là. Bon, je veux dire, une plaie qui n'arrive pas à être vascularisée, c'est vous les professionnels du domaine. Il faut savoir que une plaie vascularisée, c'est-à-dire qu'il y a une artère qui amène du sang au niveau, disons, dans ces zones, et il y a des veines qui ramènent du sang vers le cœur. Voilà, et ainsi de suite, c'est aller-retour. Donc, si l'arrivée n'est pas bonne, c'est-à-dire que si l'artère n'arrive pas à ramener le sang à ce niveau, ça dépend encore de à quel niveau on se trouve. C'est-à-dire que si on se trouve au niveau de la jambe où il y a deux autres veines qui peuvent faire le travail, si les deux autres veines sont correctes, c'est suffisant pour maintenir. Maintenant, si par exemple au niveau du genou, où il y a une seule artère, au niveau du genou, il y a une seule artère, voilà, c'est un peu compliqué. Maintenant, s'il n'y a pas de problème particulier, si c'est juste une obstruction artérielle, nous avons de très bons chirurgiens vasculaires au Cameroun qui peuvent aussi bien revasculariser un membre. Maintenant, si c'est le retour veineux, je pense qu'on peut, c'est beaucoup plus simple à traiter pour un retour veineux. Mais, comme je dis, n'est-ce pas, l'expression n'est pas tout à fait appropriée. Si une blessure n'arrive pas à recevoir du sang. Je pense qu'effectivement, on a mis un peu d'émotion dans la traduction de la cause de la raison. D'accord. Alors, Michel Patrice, je reviens à toi. Première amputation, deuxième amputation. Tu te sens mieux aujourd'hui? Oui, la deuxième amputation se fait le 25 janvier 2022. Et après cette amputation, il a laissé un trou normalement pour l'évacuation. 2 semaines après, je me sentais déjà beaucoup mieux. Et c'est là où je lui ai dit, voilà pourquoi je te disais la dernière fois. Puis il me dit, je ne connais pas. Il dit, ok. Parce qu'on ne peut pas mettre un tuyau sous une plaie et on la cause. Le tuyau regarde verticalement, de ce côté. Horizontalement. Horizontalement, pardon. On coud et on ferme. Le sang, tout le dit que j'ai vu quelque chose à l'hôpital. Mais j'ai dit, ok, si déjà je puisse sortir guéri comme les responsables de l'hôpital
ils étaient vraiment responsables. Ils ont dit, ce n'est pas notre faute, mais ce médecin. Mais ils m'ont fait supporter tout ce temps de octobre, je suis sorti de là en avril, étant guéri. D'accord. Ils ont pris toutes ces responsabilités jusqu'à sortir guéri. Mais le plus pire qui me frustre encore dans cette situation, parce que je suis venu rencontrer ce médecin avant mon opération. Il m'a donné lui-même un devis de 380 500 pour l'amputation. Il m'a rassuré que je devais faire 10 jours. 10 jours après l'opération, je devais retourner à la maison venue en externe pour les soins. Et je me suis retrouvé à 1 750 000. Même la deuxième amputation a été facturée. Sur laquelle, en sortant même de l'hôpital, je me suis retrouvé en train de faire un bon de reconnaissance des dettes de 1 038 000 que je devais verser 25 000 à partir du mois de juin 2022 afin qu'il me laisse sortir. Alors maintenant, tu reprends la vie, tu reprends ton train-train, ton quotidien. Qu'est-ce qui te semble plus difficile aujourd'hui? Et comment est-ce que tu as repris cette nouvelle vie? Quelles ont été les premières difficultés? Oui, les premières difficultés, bon, quand j'étais toujours à l'hôpital, je croyais que je devais sortir, les choses devaient changer brusquement. Je me suis retrouvé à la maison devant les murs 1 mois, 2 mois, 3 mois. J'ai commencé déjà à réfléchir quand je regarde les premiers mois, les enfants rentrent, papa m'a chassé. C'est là où j'ai commencé à réfléchir autrement. J'ai dit donc je suis déjà mort ou c'est comment? Je réfléchis. Et à un moment venu, les nez m'ont pris, le sang a commencé à se jaillir dans les yeux. Je ne savais pas de quel côté. J'avais déjà un début d'AVC. Là où j'ai commencé à recevoir le massage de part ou d'autre. Bon, comme on dit, Dieu n'oublie jamais ses enfants. Un jour, sur ma page Facebook, je suis tombé sur une dame qui me dit ton Dieu peut vraiment apparaître quand tu ne t'attends pas. Audrey Onongene, elle m'a vraiment soutenu. Elle m'a confié un donateur, elle m'a proposé un donateur qui m'a donné, c'était un monsieur Edmond qui m'a donné une somme. Parce qu'elle m'a dit qu'est-ce que je peux faire? Parce que je l'ai posé, j'étais clair avec elle par rapport à ma situation, ce que j'ai vécu. Elle m'a dit qu'est-ce que je peux faire pour toi? J'ai dit bon, ce que je peux faire entre temps, je peux juste me débrouiller dans la coordonnerie s'il y a possibilité. Elle m'a dit que ok, donne-moi du temps. En 3 semaines après, elle a réagi. Et quand elle a réagi, je croyais que c'était une blague. Elle m'a dit non, le monsieur m'appelle, regarde ton téléphone, je t'ai envoyé 50 000. Je prends les 50 000, je croyais que j'avais 500 000 dans ma main, avec tout le temps que j'ai fait à la maison sans pouvoir 25 francs. Tous les efforts de la maison, l'alimentation des enfants, la nutrition, la santé. C'est ma femme, j'étais même déjà dépassé. C'est quand j'ai pris cet argent, j'ai commencé la coordonnerie comme vous voyez. Cela, comme au fur et à mesure, avec les gens dans le quotidien, on passe au partage. Le stress ne fait que partir. Oui, ça s'évacue. Jusqu'à j'ai repris. Et je me suis repris moi-même comme j'étais avant. Donc je n'ai plus de soucis. Si je parviens à avoir mes 1000 francs, 1500, je sais que non, j'ai au moins sur l'argent des beignets des enfants du matin. Là, je n'ai plus de problème. Mon souci était à ce niveau. Donc je parviens à avoir l'argent des beignets. Les jours où j'ai 1000 francs, les jours où j'ai 1500. Il y a les jours parfois j'ai 300. Mais je parviens à rentrer. Mais déjà, l'important était de sortir et à la maison. De faire des rencontres et surtout ramener de quoi satisfaire les enfants à la maison, l'ensemble de la famille. Oui, oui. Vous êtes bien sûr sur Equinox Télévision. Le programme, c'est Regard Social, un autre regard adressé aux personnes défavorisées. Nous nous mettons ensemble afin de leur donner un coup de main, afin de leur apporter un petit sourire, de leur offrir des meilleures conditions, car nul n'a le droit d'être heureux tout seul. N'oubliez surtout pas, qui donne prête à Dieu, et qui donne sera remboursé au centuple. Un petit message certainement avec lequel tu es venu ce soir pour remercier ces nombreuses personnes qui ont contribué et qui se sentent mobilisées afin de te permettre d'avoir une prise en charge. Qu'est-ce que tu dis à ces personnes ce soir? Je vous dis, chers téléspectateurs de Regard Social, je ne sais pas avec quelle force
sur le soleil et sur la pluie, vous avez pu rassembler tout ce que vous avez eu à faire pour moi comme ce don, au point où je me retrouve là où je suis aujourd'hui. Grâce à vous, j'ai retrouvé la vie. J'ai perdu un membre, c'est vrai, mais je n'ai pas perdu la vie. Aujourd'hui, je suis en face de vous. Et hier, il est bien vrai, beaucoup vont se dire, pourquoi depuis on ne l'a plus vu? Moi, voici, je suis très fier de vous et je vous dis grand merci pour tout ce que vous avez eu à faire pour moi dans le passé. Je vous dis encore grand merci. Mon sans vous, je ne devais pas arriver à ce niveau. Et je suis aujourd'hui debout grâce à vous. Et je pourrais désormais déjà pouvoir acheter un beignet à mes enfants grâce à vous. Si sans vous, cette maladie devrait m'emporter. Tout ce qui me préoccupe et me perturbe pour l'instant, ce n'est que cette prothèse qui me perturbe. Mais si j'en avais une prothèse, je pourrais faire mieux. Vous avez cotisé hier pour moi. Pourquoi pas moi cotiser aussi pour d'autres demain si j'ai la possibilité de me poser sur mes deux jambes et travailler pour pouvoir faire la même chose comme vous. Je vous dis grand merci et merci infiniment. Et pour vous tous et la maison Equinox, tout ce que vous faites pour nous, des personnes vulnérables. Nous avons retrouvé la société aujourd'hui grâce à vous. Et je vous dis grand merci et infiniment. Merci. Et aussi à ma femme qui a pris du temps, toutes ces souffrances qu'on a traversées ensemble. Romaine, je te dis grand merci. Et c'est Dieu seul qui t'a mis sur mon chemin. Ce n'est pas par ma force. Tout ce que je fais aujourd'hui, ce n'est pas par ma force. Et ce n'est pas par ta force, mais c'est Dieu seul qui nous a unis. Je te dis grand merci. Et merci encore. Ça, c'est une vraie reconnaissance à l'endroit de la personne qui te soutient, t'a soutenu dans ces moments difficiles pour toi. Cette traversée d'une séquence à une autre, c'était très difficile. En tout cas, Patrice, nous sommes très heureux d'avoir pu accomplir notre mission, la nôtre avec nos téléspectateurs, celle qui est de pouvoir voler au secours des personnes qui en ont besoin. Dans un court moment, nous recevrons Madame Irène Tembe pour faire le point sur les contributions de la semaine passée, mais également pour dire un mot sur le cas Michel Patrice, elle qui a d'ailleurs accompagné toutes ces instances et séquences de sa prise en charge. Mais avant, allons-y en images. Jetez un coup d'œil sur le patient qui était sur notre plateau la semaine dernière. Elle, c'est une autre Irène. Irène est malade, elle souffre de problèmes de respiration. C'est en image qu'on y va pour rafraîchir la mémoire. Quartier Bois de Singe, dans le premier arrondissement de Douala. Les populations de cette localité connaissent plusieurs difficultés, dont la principale est l'impraticabilité de la route, quelle que soit la saison. Celle sèche, comme c'est le cas, ramène un lot d'autres problèmes, entre autres l'assèchement des puits d'eau et la présence d'une nuée de poussière qui affecte la santé des riverains. Dans ce quartier, nous allons à la rencontre de Wanja Irène que voici. La trentaine dépassée, elle souffre d'une maladie qui l'oblige à être sous oxygène, la seule condition pour qu'elle puisse rester en vie. La maladie a déclenché chez elle de façon banale. Ma maladie a commencé en 2019. Avant le Covid. J'ai commencé à tousser légèrement. Je suis allée à l'hôpital de Bonamou Sadi la première fois. Mais là-bas, c'était une généraliste. Puisque je ne savais pas encore de quoi il s'agissait. Elle m'a dit d'aller faire la radio. Je suis allée. J'ai fait la radio. Je suis revenue.
Je l'ai présenté, elle m'a prescrit les sirops qu'elle pouvait pour la toux. Ça a insisté. J'ai changé d'hôpital. Je suis allée à la Quintini, d'où j'ai rencontré une pulmonologue, une femme. On m'a prescrit des examens à faire jusqu'au VIH. J'ai tout fait. Elle m'a demandé la radio et le scanner. J'ai fait. Je suis revenue avec. Elle n'a pas pu m'interpréter le scanner. Je suis quittée de là. Je suis allée à la garnison. Là-bas, j'ai présenté mon scanner. On m'a demandé de refaire une radio. J'ai refait la radio dans l'enceinte de l'hôpital. Je suis venue avec. C'est d'où le pulmonologue qui est là-bas, c'est un colonel. Il a mis mon scanner et il m'a montré, il m'a dit j'ai Covid. Je lui ai dit, j'étais déjà à la Quintini et on m'a amené au pavillon Samuel Eto'o parce que quand tu faisais le scanner à cette époque, quand tu avais le Covid, on t'amenait au pavillon Samuel Eto'o. Mais moi, on m'a amené le médecin qui est venu, qui a pris mon scanner là-bas, est parti regarder et elle est venue me dire, c'était une femme, elle m'a dit, ma place n'est pas ici, je dois aller voir mon pulmonologue. Si je reste là et je contacte le Covid, comment je vais faire? C'est comme ça que je suis sortie. J'ai dit au colonel que, docteur, je ne sais pas, j'étais déjà avec ce scanner au pavillon. On m'a dit, j'ai pas Covid. Il me dit, non, tu as Covid. Il me prescrit les remèdes de Covid que je ne me rappelle plus, mais dans mes dossiers, il y a les prescriptions dans mon carnet. Il y a les noms des remèdes de Covid. Azaltro, qui coûtait 35 000. J'ai pris, j'ai bu. Ça n'a pas changé. Le premier tour, je suis rentrée. J'ai dit, docteur, je me sens toujours mal. J'ai déjà bu ce que vous avez prescrit. On rentre à l'antenne. Mais ça continue. Retour à l'antenne après cet élément, elle c'est Irène Wanja. Irène souffre de fibrose pulmonaire depuis quelques années aujourd'hui. Elle a fait un trajet médical qui finalement l'a menée vers le centre de maladies respiratoires du côté de Bonanjo, où bien sûr elle a eu la chance de tomber sur un médecin qui lui a offert gratuitement, mais alors gratuitement, un respirateur. Elle a besoin d'une batterie pour pallier au problème de coupure d'énergie électrique pour qu'elle puisse respirer de temps en temps sans interruption. Vous avez été très nombreux à contribuer jusqu'ici. Mais avant, Dame Tembe sur notre plateau, sur son plateau, on fait le point avec elle. Bonsoir Irène Tembe, bienvenue. Bonsoir Martin, bonsoir à tous nos téléspectateurs, surtout à ceux qui nous regardent actuellement sur notre plateforme Facebook Equinox Télévision via l'émission Regard Social. Nous vous disons bonsoir. Effectivement, vous avez été très très nombreux à compatir pour le cas de Dame Irène Wanja. Mais avant cela, nous allons d'abord faire une brèche sur le cas de Michel Patrice. On va un peu relater un peu l'histoire palpitante de notre jeune frère
qui aujourd'hui est en très très bonne santé. Il a été présent sur ce plateau en date du 18 juin 2020, où c'est son épouse qui était présente ici pour présenter le cas, excusez la tautologie, pour présenter le cas de son époux qui était vraiment dans un état lamentable. Vous avez été nombreux la première fois parce qu'il s'agissait des plaies inguérissables. On avait présenté ce plateau 3 personnes qui étaient atteintes des plaies inguérissables. Vous avez été très nombreux à réagir pour le cas de Patrick. Vous avez contribué en 2020 la somme de 734 700 francs CFA, qui a permis dès le 7 août 2020 à Michel Patrice d'être interné à l'hôpital parce qu'on a déposé une caution de 320 000 francs à cette date-là pour qu'il puisse commencer un traitement de 2 mois. Et malgré cette somme qui était, on pourrait dire, entre guillemets, un peu insuffisante pour le cas de Michel Patrice, il est encore revenu l'année dernière, c'est-à-dire en 2021, le 18 octobre 2021, il a été encore présenté sur ce plateau pour vous demander, âme de bonne volonté, de bien vouloir continuer à mettre cette machine de la solidarité en marche. Vous l'avez fait, vous avez contribué la somme de 398 050 francs CFA, ce qui a permis à Michel Patrice de pouvoir sortir de sa deuxième opération. Nous vous disons déjà merci et bravo pour tout ce que vous avez déjà eu à faire pour nos différents cas sociaux. Vous convenez avec moi que c'est un cas, nous dirons, cela fait 3 ans. Aujourd'hui? Oui, ça fait 3 ans aujourd'hui, c'est-à-dire il était sur ce plateau en date du 18 juin 2020 et aujourd'hui nous sommes le 12 janvier 2023. Vous convenez avec moi que cela fait pratiquement 3 années qui sont passées. Pendant ces 3 années, nous avons suivi bout en bout notre cas social. Un cas social en appelle un autre. La semaine dernière, nous avons reçu sur ce plateau la maman de Irène Wandia, cette dame qui a des difficultés respiratoires, qui est atteinte d'une fibrose pulmonaire. Vous avez été très très nombreux à compatir pour le cas de cette dame avec son oxygène et tout. Vous avez contribué la somme de 1 573 305 francs CFA. En l'espace d'une semaine. Nous vous disons déjà, chers téléspectateurs, bravo. Continuez de mettre cette machine de la solidarité en marche via les numéros de téléphone qui s'affichent au bas de votre petit écran, à savoir le 690 50 50 94 ou le 675 35 25 16. Et comme le disait en aparté le médecin, ce n'est pas une maladie qui se soigne. Donc, on va simplement entamer un traitement médicamenteux qui va permettre tout simplement à Irène de pouvoir continuer de respirer. Elle peut vivre, elle se soigne peut-être pas, mais elle peut vivre encore longuement avec cette maladie. Et nous avons déjà perçu en semaine des propositions en ce qui concerne son respirateur. On a déjà des propositions pour pallier au problème de manque d'énergie. Au problème de manque d'énergie. Nous avons reçu une performance qui concernait le panneau solaire qui s'élevait à un montant de plus de 600 000 francs CFA. Nous sommes encore en train de réfléchir, de cogiter avec les médecins pour trouver la bonne solution, c'est-à-dire la bonne solution pour vraiment donner, franchement, redonner du sourire à Irène. Donc nous continuons à réfléchir en aparté avec les médecins pour pouvoir pallier vraiment à son problème. Voilà, parlons bien sûr des personnes qui ont contribué. J'aimerais faire un clin d'œil à cette dame qui a jugé qu'il n'était pas bon pour l'enfant, le petit Alain, qu'il n'était pas bon pour l'enfant de rester à la maison. Elle a donc pris sur elle de renvoyer l'enfant à l'école, dans l'école publique de Bois de Singe. Donc l'enfant reprend la scolarité. Pour son âge, il est très jeune pour rester à la maison. Je crois qu'elle s'appelle Priska. Voilà. On va aussi faire un clin d'œil à certaines personnes qui ont bien voulu. On ne va pas donner une liste exhaustive parce que vous la verrez dès demain matin sur notre page Facebook. Nous allons faire un coucou du côté des États-Unis à la famille Zali qui a fait un dépôt de 15 000 francs CFA pour le cas d'Irène. Nous allons également faire un coucou à monsieur Joachim Niemek Binam qui a fait également un dépôt de 52 000 francs CFA. Également, nous allons faire un coucou à Brajol Wandi qui a également déposé 20 000 francs CFA.
Nous allons également faire un coucou à Madame Megan White qui a déposé la somme de 50 000 francs CFA. Et également à ce monsieur qui a continué à penser à l'un de nos cas sociaux qui était présent sur ce plateau en date du 18 août dernier, Roger Njoko. Il a demandé qu'on écrive tout simplement « In Jesus' name ». Il a déposé la somme de 100 000 francs CFA. Donc, je vous prierai, chers téléspectateurs, de continuer de mettre cette machine de la solidarité en marche via le numéro de téléphone qui s'affiche au bas de votre petit écran, à savoir le 690 50 50 94 ou le 675 35 25 16. Et n'oubliez pas, chers cas sociaux, le dépôt de vos dossiers est gratuit. Vous n'avez pas besoin de débourser aucune somme pour pouvoir être présent sur ce plateau, pour pouvoir relater, pour pouvoir raconter votre maladie. Non, c'est complètement gratuit. Donc, vous êtes prié de vous munir uniquement de votre carte photo qui vous présente dans un état indigent, plus la photocopie de votre carnet médical. Vous dirigez tout simplement vers l'immeuble Equinox, 6 au Carrefour Bonacquamois. Vous demandez le bureau de regard social et vous déposez tout simplement et vous patientez. N'appelez pas, n'harcelez pas, ne dites pas qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir être présent sur le plateau. Rien du tout. Juste être patient. C'est bien sûr la bonne formule, hein. C'est par là qu'il faut passer pour être présent sur ce plateau. Prenez votre mal en patience, on viendra vers vous. Vous viendrez raconter votre histoire, votre mal-être, ce par quoi vous passez, afin qu'on puisse vous venir en aide. Irène, peut-être un petit mot avant de se séparer, autre chose? Tout simplement, demande aux téléspectateurs de continuer de mettre la machine de la solidarité en marche. Et aussi, on souhaite on va donner un bonsoir du côté du nord-ouest. Bonsoir, oui, du côté du nord-ouest, parce que parfois on a l'impression que tout est là. Tout va bien pour nous, mais... bonsoir vraiment du côté du nord-ouest. Bonsoir à toute la diaspora qui se mobilise actuellement vraiment très très activement pour nos différents cas sociaux. Nous faisons un clin d'œil du côté des États-Unis, de l'Allemagne, de la France, de la Belgique, du Canada. Nous vous disons encore merci pour le soutien que vous apportez sans cesse à cette émission, parce que grâce à vous, cette émission également est rehaussée sur le plan international. Nous vous remercions encore davantage. Docteur Fonga, merci à vous d'être venu. Merci du temps que vous avez mis à notre disposition, d'avoir répondu d'ailleurs à notre invitation. The pleasure is mine. Un petit mot peut-être What I can say is it's such a pleasure to be here. Usually at times when you just watch these things on TV, you don't know the gravity of it. I think me being present here has changed my view of the program. And I think Equinox TV is doing a good work, and we say a big thank you to those that see it as being true. Because some other people might think that the fundraising could be for other purposes. No, they're actually using it to help the cases. So feel free to help when you can. Docteur Francis Gadieu, on se dit au revoir. Merci. C'est notre première de l'année. Tout à fait. Première séance de l'année. Un petit mot peut-être, Doc? Oui, c'est-à-dire que pour des cas comme les cas que nous présentons aujourd'hui, ce qu'on oublie souvent, c'est qu'ils ont besoin d'un accompagnement psychologique. Donc, aussi bien pour monsieur Michel que pour madame Irène, un accompagnement psychologique est vraiment, vraiment important. Parce que monsieur Michel qui se retrouve avec un membre à moins, qui se retrouve à scolariser les enfants avec une difficulté pareille, a besoin d'un soutien psychologique. Madame Irène qui se retrouve avec une maladie certainement incurable, a vraiment besoin d'un soutien psychologique pour savoir qu'elle devra vivre éventuellement avec. En tout cas, merci à vous, monsieur, madame. Merci à toute l'équipe technique à Douala autour de Cédric Chouna, le réalisateur. Merci à Danny Warren Zede pour les éléments archives. Merci également à mes caméramens de ce soir, Jires Yopa, Dallas Chana, Carlos Minoué. Merci à la régie, à la diffusion, à Gabin. Merci à Ledoux. Mesdames, messieurs, merci également à vous qui nous avez prêté votre attention, votre temps pour terminer votre fin de soirée. Si vous sortez, sortez couvert surtout. N'oubliez pas de vous laver les mains avec de l'eau courante et du savon régulièrement. À très vite.